Nous sommes donc au château de Montfleury, qui se situe à Avressieux en Savoie, donc dans l'avant-pays savoyard. L'avant-pays savoyard, c'est la partie de la Savoie qui est frontalière avec le Dauphiné, qui comportait donc 4 cantons, le canton des Échelles, de Yenne, de Pont-de-Beauvoisin et de Saint-Genis, c'est le canton où nous sommes. Alors cette partie était très fortifiée, puisqu'il y a toujours eu un peu la guéguerre entre les Savoyards et les Dauphinois. Donc beaucoup de fortifications dans cette partie de la Savoie, fortifications qui ont été démolies, rasées certaines au niveau du sol, par le duc et maréchal de Lesdiguières à la fin du XVIe siècle. C'est les guerres de religion de 1591 à peu près à 1595, en plusieurs campagnes. Lesdiguières, depuis les Échelles à Saint-Genis-sur-Guiers, en passant par Saint-Maurice-de-Rotrins, Vérel-de-Montbel, Champagneux, c'est le château de Martel, et ici, Montfleury, va démolir une grande partie de ces châteaux, de ces fortifications. Nous sommes aussi près du château de Rochefort, à 3 km, où Mandrin a été capturé en 1755, bien sûr, avec violation de la frontière. Le château de Rochefort a été démoli, ça a été une carrière de pierre entre 1941 et 1950. Il reste les tours de défense de la cour chartière. Mon arrivée va se situer ici en 1971, j'ai donc 30 ans. Alors pourquoi on achète un château? Un château, ça permet d'avoir beaucoup de volume, beaucoup de surface utilisable. Il n'y a pas de mètres carrés habitables dans un château. Et j'ai déjà la restauration d'une maison ancienne derrière moi à l'époque et la construction d'une maison neuve, mais j'ai jamais assez de place. Donc je peux acheter un château pour la place et pour le volume. Et puis pensons qu'à l'époque, maintenant ça a peut-être un petit peu changé, je ne suis pas sûr, un château c'était le prix d'une maison, tout simplement. Plus c'était grand, moins c'était cher. On le verra après, pour les meubles c'était pareil. Ce château a été très vandalisé, disons. Il se compose de différentes parties. Une époque XIIIe siècle pour la tour, la plus ancienne. Une partie XVIe, XVIIe, qui est la partie habitation, qui a été reconstruite et repercée d'ouvertures plus grandes à la fin du XVIIIe, et puis une partie moderne qui a été rajoutée par Giraud en 1893. Pour les propriétaires, je les ai retrouvés depuis le XIIe siècle, les premiers seigneurs d'Avressieux, bien sûr. Les Bergiers, les Bochards sont passés après. Les armoiries des Bergiers sont sur la face nord de l'église actuelle. Cette église qui a été reconstruite vers 1860, et les armoiries servaient de clé de voûte à l'ancienne église d'Avressieux. Les de Marest, famille de Chautagne, sont arrivés en 1573, et pour la petite histoire, le dernier baron Louis-Adolphe de Marest a vécu ici au XIXe avec Albert du Rubempré. C'est celle des romans de Stendhal, bien sûr, ça a été une de ses maîtresses. Elle a eu beaucoup d'amants, à part Stendhal, Mérimée, Rossini, Liszt, j'en signe quelques-uns, Delacroix aussi. Elle est restée 40 ans en concubinage avec de Marest. Elle a fini baronne de Montfleury, puisque le baron Louis-Adolphe de Marest va lui vendre en 1858 le château, de façon fictive bien sûr. Elle va finir donc baronne de Montfleury. En ce qui concerne le mobilier, j'en fais l'acquisition petit à petit bien sûr. Le mobilier de château, qui est du mobilier ancien, qui n'est pas très à la mode, donc 16e, 17e souvent depuis Renaissance, gothique, Henri II ou Louis XIII, Louis XIV après. Ce sont des gros meubles, gros et grands, qui ne sont pas tellement commerciaux, disons, et qui ne sont pas à la mode. C'est surtout le Louis XV, le Louis XVI, les meubles à la mode ou les meubles un peu plus récents. Donc c'est relativement facile de remeubler un château, surtout avec des meubles de 3 mètres ou plus. Il y a aussi du mobilier savoyard, évidemment. Donc des armoires ou des coffres. Alors la Savoie était une région très pauvre par rapport aux régions pauvres de la France, bien sûr, encore plus pauvres que les autres, et les meubles anciens de qualité savoyard sont rarissimes. On verra ici un petit buffet 4 volets, donc 17e. Des armoires, il y a une armoire 17e savoyarde en noyer, avec les montants en sapin, bien sûr.
Et puis une armoire qui est fin 18e, Louis XVI, qui est en sapin, mais qui a l'intérêt d'être peinte à la colle de peau, avec des personnages, donc un dragon et un hussard de la fin du 18e, 1784-1790. En ce qui concerne les meubles du château, donc meubles anciens, meubles de château proprement dit, ce sont des meubles 16e, 17e en ce qui concerne les coffres, gothique, Renaissance ou autres, des buffets 4 portes ou des crédences du 16e au 17e aussi, et puis pas mal d'armoires, Renaissance, Louis XIV, une très belle armoire lyonnaise, début 18e, mais qui est considérée encore comme Louis XIV, qui est surtout intéressante au niveau de l'achat parce qu'elle fait 3 mètres, et tous les meubles qui font 3 mètres ou plus sont invendables, incasables en général, mais elle est dans une pièce de 6 mètres 40, donc il n'y a pas de problème. Alors notons un espace céramique au château de Montfleury, la céramique ou poterie ancienne. Il y a une rétrospective ici de toutes les civilisations, depuis les Étrusques, les Grecs, les Japonais, les Chinois, l'art précolombien, bien sûr, sans oublier les poteries savoyardes. Donc ça, c'est M. Daniel Ratter, chef du centre d'archéologie subaquatique de Chambéry, qui s'occupe de tout ça. Des potiers et céramistes savoyards exposent tout l'été au château de Montfleury, parce qu'il y a des artistes qui sont aussi doués actuellement qu'ils l'étaient autrefois. Donc espace céramique très important. L'archéologie militaire, ça c'est un petit peu mon dada. Donc nous commençons ici avant Jésus-Christ avec les défenses de tête. Nous commençons dans la bibliothèque. Donc les défenses de tête concernent les Chinois, la dynastie des Zhou, qui s'écrit Zhou. Donc un millénaire avant Jésus-Christ à peu près, casque en bronze bien sûr. Toute la série des casques, qu'ils soient chalcidiens, corinthiens ou illyriens, donc en bronze, du 6e au 4e siècle avant Jésus-Christ, avec des casques rarissimes. Et puis les plus importants, pour moi tout au moins, puisque nos ancêtres, les Gaulois, les Celtes donc, étaient très sophistiqués au niveau de la conception des outils, des casques ou des bijoux, et ils étaient déjà à l'âge du fer, alors que tout le monde était encore à l'âge du bronze. Donc il y a ici un casque à peigne celte du 8e, 7e siècle avant Jésus-Christ, mais qui est en fer, alors que tous les casques sont en bronze, je l'ai dit. Il y a 3 casques connus comme ça au monde, donc casques très intéressants. Un autre casque en fer qui est à plaque du 5e, 4e avant Jésus-Christ, et puis un casque très connu d'une importante bataille, donc du 4e siècle, qui est en bronze, ciselé. Des casques étrusques du 6e siècle avant Jésus-Christ, nous sommes toujours avant Jésus-Christ, et les casques romains de la conquête des Gaules, il y en a un en bronze, 1er, 2e avant Jésus-Christ, et un tout de suite après, en fer. Nous passons au début de l'ère chrétienne, un petit peu plus loin, tout au moins, avec les casques vikings du 11e au 13e siècle. Alors là, c'est déjà en ferraille, bien sûr. La série des barbutes des salades du 14e, 15e siècle. Les armets fermés, c'est les premiers casques fermés tels qu'avait François Ier à Marignan. Et les casques fermés comme les armets vont se situer entre 1450 et 1650. Donc là, il y en a quelques-uns. N'oublions pas les casques savoisiens, ou savoyards, bien sûr, avec une très rare tête de fourmi, vers 1600 à peu près, 1580-1620, disons. Les casques savoyards étant toujours avec un visage personnalisé, et se différencient bien sûr des autres. Il y a toute une série de morions aussi, du milieu du XVIe, l'invention, au milieu du XVIIe, la fin des morions. Alors les morions sont français, italiens, allemands à la fin, jamais espagnols bien sûr, bien qu'on représente toujours les conquistadors avec un morion sur la tête. Les casques vont finir avec les chapeaux d'armes, les casques de joute, 17e, les casques de hussards droit, 18e, et puis la fin, les casques à pointe et les chapskas de la fin du 19e, donc en cuir, ce qui permet de situer la grosseur du bonhomme, parce que les casques en cuir allaient directement sur la tête, et le guerrier, jusqu'à la fin du 19e, même un petit peu après, c'était 50 ou 55 kilos. Alors si François Ier faisait 1m93 et sûrement 90 kilos en gros, vu son armure, Charles Quint à son époque c'est 1m50 et 50 kg, et la moyenne du guerrier de l'époque, on les voit bien avec les plastrons de cuirasse, il y en a pas mal ici, c'est 55 kg en moyenne. Alors les armes blanches sont dans une pièce qui avait été complètement dénaturée par la colonie, qui
qui était consacré à des douches, des trucs comme ça. Donc les armes blanches concernent les épées, en haut, que l'on peut voir, donc du 1er millénaire avant Jésus-Christ jusqu'au 19e. Tout ce que l'on veut en épée, épée étant une arme de 5 ou 600 grammes en moyenne, hein, des fois moins, donc c'est très léger une épée, c'est impressionnant parce que c'est en fer, mais c'est extrêmement léger. Les épées à deux mains, entre 1,50 m et 1,80 m, épées qui étaient portées en bandoulière dans le dos par les gens à pied, elles font 3 kg, 3,5 kg, et elles servaient à se battre contre les guerriers qui étaient sur leurs chevaux, en armure, hein, les chevaliers. Les armes d'ast en bas, donc ast ça vient de hampe, donc de manche, alors tout ce qui est pertuisane, vouge, hallebarde, les hallebardes avec des crocs, des arçonneurs pour tirer les cavaliers en bas de leurs chevaux, les percer après. Entre les deux, il y a des dagues dites main gauche, parce qu'en général on avait la dague dans la main gauche pour porter des coups alors qu'on avait l'épée dans la main droite. Et puis toutes les armes contondantes, donc les masses d'armes, fléaux d'armes, haches d'armes, tout ce qui servait à taper sur les armures pour estourbir le guerrier ou fausser l'armure, bien sûr. Dans la partie du premier étage, les armes à feu, depuis les bâtons à feu, coulevrines, arquebutes, tout ce qui servait au XIVe, XVe siècle. Les armes d'épaule, c'est les premières armes à mèche, avec un serpentin qui tenait une mèche en amadou, qui était abattue par le serpentin d'un bassinet pour la mise à feu de la poudre, une mèche qui était allumée, bien sûr. Ceci va se situer chez nous de 1400 à 1700, et en Orient jusqu'en 1900. Les armes à rouet, c'est les plus sophistiquées, c'est les plus belles, bien sûr. Une roue dentée qui est remontée d'un quart de tour, une pyrite de fer frotte sur la roue, et quand on appuie sur la queue de détente, la roue est libérée, et ça provoque des étincelles. C'est le principe du briquet, bien sûr, mise à feu dans le bassinet et dans le canon. Alors ces armes à rouet de 1450, 1500 jusqu'à 1650 à peu près, c'est les plus sophistiquées, j'ai dit, donc incrustées d'os, d'argent, d'ivoire, d'or, de tout ce que l'on veut. Elles servaient surtout pour la chasse, parce qu'elles étaient un petit peu fragiles pour la guerre. Les armes à pierre, donc à silex, vont arriver au tout début du XVIIe, 1620-1630, et vont perdurer jusqu'à 1820-1830 à peu près, donc 2 siècles d'armes à pierre, à silex. Alors le silex est enserré dans les mâchoires d'un chien qui vient frapper sur une batterie. Les étincelles tombent dans un bassinet, c'est la mise à feu de la poudre qui est dans le canon. Après les armes à pierre vont arriver les armes à piston, donc à percussion. C'est un chien qui vient taper sur une cheminée, sur une capsule de fulminate, et c'est la mise à feu du canon qui va durer jusqu'à peu près 1860. C'est l'arrivée des armes à verrou. Et rappelons que pour les armes, la limite de la collection pour les armes à feu, c'est 1870. À 1870, nous passons dans les armes modernes, qui doivent être démilitarisées, bien sûr, c'est-à-dire percées au niveau de la culasse avec une goupille et rendues inaptes au tir. 1870, 1914, 1940, il y a quelques armes des dernières guerres au château de Montfleury qui sont dans le respect de la législation, donc qui sont rendues inaptes au tir. À l'étage supérieur, le deuxième, donc toute la légende des cycles. Alors la bicyclette, tout le monde a connu la bicyclette depuis le tout début. Rappelons que Drèze va inventer la draisienne en 1817. Alors la draisienne, c'est un arbrier, 2 roues et une direction. Et on marche de chaque côté de l'arbrier, donc on avance un peu plus vite qu'à pied, on est surtout assis. L'invention de la pédale, c'est le français Michaud en 1861, c'est tout récent. Et le vélocipède, Michaud, va durer jusqu'en 1870. Il va s'arrêter en 1870 parce que les usines de fabrication de vélocipèdes sont transformées en usines d'armement pour la guerre de 70. Entre-temps, on a agrandi un petit peu la roue avant, vers 1869, c'est devenu le Grand Bi. Il y aura des roues gigantesques, bien sûr. Et puis la bicyclette va arriver à peu près à la même époque, 1868 par Meyer. Donc c'est déjà un pignon à l'arrière et un pédalier à l'avant avec une chaîne. Bicyclette qui va être la même jusqu'à nos jours, avec des perfectionnements, bien sûr. On peut voir quelques bicyclettes très intéressantes. Celle du capitaine Girard, 1895 à peu près, qui est une bicyclette pliante. Les compagnies cyclistes à la guerre de 14, certaines avaient des bicyclettes, bien sûr. Et quand ils ne pouvaient plus rouler sur la route, ils crapahutaient dans les prés, donc ils pliaient la bicyclette en deux et la mettaient sur le dos. La bicyclette du premier Tour de France, 1903, rappelons que 1903-1904, c'est un Savoyard qui a gagné le Tour de France, Garin. Hein, et je rappelle les étapes parce que c'était quand même important. Paris-Lyon, Lyon-Marseille, Marseille-Toulouse, avec les bicyclettes de l'époque. Donc c'était pas n'importe quoi. Bicyclette, le premier dérailleur, c'est 1894, par Loubert.
Il y a une bicyclette tout en bois, c'est la souplette, c'est très rare, ça de fin 19e aussi. Et puis tout ce qui est rétro-vitesse, rétro-pédalage, tous les systèmes de bicyclettes. Donc nous avons ici, sur 250 bicyclettes, une légende qui va de 1817, 1820 disons, à 1940, avec toutes les lampes, hein, à huile, à bougie, à acétylène. Voilà, pas mal d'accessoires. Voilà pour les bicyclettes. En ce qui concerne le bâtiment à côté, donc la dépendance, elle a été construite de façon récente, en 1897 par les Giraud, donc pour les écuries, pour leurs chevaux, leurs calèches, tout ça. Et il y avait au-dessus un grenier à foin, et ce grenier à foin a été aménagé pour exposer les outils de la vie d'autrefois. Rappelons qu'à la campagne, depuis la nuit des temps, rien n'a changé. Et les arères, les charrues, les herses en bois, les fléaux, les faux, les faucilles, tout ça, tout a servi jusqu'à l'arrivée, de la motorisation. Avant, c'était un peu la traction animale ou humaine. Et la motorisation à la campagne, c'est 1950-60. Pour les grosses exploitations du centre de la France, c'est un petit peu avant. Mais chez nous, les premières voitures, les premiers tracteurs, c'est à peu près 50-60, 1950-60. Donc, toute la vie rurale, avec tous les métiers qui étaient en parallèle, donc le charron, le forgeron, bien sûr, le menuisier, le charpentier, un millier d'outils de la vie d'autrefois. Je rappelle que je fais de la peinture, bien sûr, j'en fais toujours. C'est une 50aine d'années de peinture que l'on peut voir en remontant dans le château, dans les couloirs, mais dans l'entrée, en exposition, un petit peu ce que je fais actuellement. Mon fils expose, il est peintre aussi, Raphaël Prière, dans les dépendances. On verra son atelier un petit peu. Et puis une grande artiste expose au château. Alors, artiste sur les meubles peints, sur un petit peu la peinture, les stages. Elle écrit des bouquins aussi. Donc Simone Sempéré, on peut voir au travers d'une exposition un petit peu sur un panneau tout ce qui passe dans ses doigts. Le château est ouvert au public en mai, juin, septembre, tous les week-ends et jours fériés l'après-midi, de 14 à 18 h. Tous les jours pour les groupes toute l'année sur rendez-vous, bien sûr, je donnerai les téléphones. Et puis en juillet-août, tous les après-midi de 13 h à 18 h. Alors on peut appeler au 04 76 32 92 71, ça c'est pour le poste fixe, et au 06 08 02 17 91 pour le poste mobile.